Et voilà, c'est parti. Donc, bienvenue à tous, bienvenue dans ce webinaire donc, sur la perte de poids et plus particulièrement une approche de la perte de poids qui se veut vraiment une approche complète. Alors, je vous dis tout de suite, ça n'a pas été vraiment évident de trouver un titre pour ce webinaire. Bon, la perte de poids, on en parle beaucoup. Vous allez voir ici, j'ai vraiment été chercher certaines thématiques et on ne va pas parler que d'alimentation, on va vraiment aller voir différents leviers, différentes facettes de la perte de poids et comment les combiner pour que vous puissiez avoir une perte de poids saine, durable, agréable, etc., etc. J'ai préparé des slides pour vous, donc je vais partager mon écran. Je vais aller chercher ça. Et voilà, là, normalement, vous voyez mon écran. Donc, le programme pour ce webinaire, c'était donc une vision claire et complète pour perdre du poids et avec cette facette justement de comprendre les facteurs biologiques. Et j'en ai identifié cinq, les cinq principaux qu'on va vraiment aborder ici. On va surtout voir aussi comment c'est connecté à la perte de poids, comment c'est interconnecté. Donc, j'espère que vous allez apprendre des choses sur ces mécanismes de la perte de poids, mais surtout apprendre des choses sur comment votre corps fonctionne, comment est-ce qu'il répond ou pas à ce que vous faites grâce à cette base donc des facteurs biologiques. J'ai aussi prévu un petit exercice pratique qui va vraiment vous permettre d'être comme une sorte de boussole pour identifier, cerner où sont vos leviers à vous. Et en ce moment, parce que ça peut aussi varier d'une personne à l'autre, mais aussi pour une même personne selon les moments, pour que vraiment vous puissiez choisir quelles choses vous mettez en place pour voilà, lancer une perte de poids, relancer une perte de poids, poursuivre une perte de poids, mais de façon durable et saine. Et puis, j'ai encore d'autres choses à vous raconter aussi à ce sujet, donc on continuera sur cette lancée-là. Alors peut-être juste avant de commencer, un petit rappel pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc mon nom c'est Véronique Declercq. Je suis formée en nutrithérapie au CFNA et en lifestyle medicine à l'université d'Harvard. Et j'ai fondé l'alimentation joyeuse il y a une dizaine d'années pour vraiment diffuser de la connaissance sur la nutrition, sur le fonctionnement du corps par rapport à la nutrition et toujours aussi avec cette optique, ben voilà, je l'ai nommée joyeuse, mais parce que je veux que ça soit agréable. Je veux qu'on sorte de l'idée que pour perdre du poids, c'est compliqué, c'est difficile, c'est la restriction. Pour bien manger, voilà, enfin, c'est pas des aliments chouettes. Il y a vraiment moyen d'aborder tout ça de façon beaucoup plus agréable et aussi surtout de façon réaliste. On a tous des vies bien remplies, certaines cuisinées, d'autres pas. J'ai envie de dire, au niveau de l'alimentation, il y a toujours des solutions et c'est vraiment ce que j'essaye de diffuser de façon constructive, de façon positive avec Alimentation Joyeuse. J'ai aussi, dans ce cadre-là, édité déjà pas mal de livres de recettes parce que j'adore les mécanismes de compréhension et vous allez voir, c'est vraiment la thématique de ce soir. Mais évidemment, ça n'est rien si on ne met pas les choses en pratique. Donc, les e-books de recettes, les livres de recettes, c'est ce côté vraiment mis en pratique aussi. Alors, j'ai la chance aussi d'enseigner la nutrithérapie aux étudiants en nutrithérapie au CFNA et j'ai des cabinets où je fais mes consultations et j'aime aussi participer à des conférences ou voilà, organiser des formations en entreprise. Alors, là, j'ai un écran qui est un petit peu bizarre tout à coup. On va essayer de passer. Voilà, ah, ça c'est déjà beaucoup mieux. Alors, pour démarrer la session ici, j'ai choisi une citation du professeur Ludwig qui dit, sur le long terme, votre poids dépend plus des facteurs biologiques que de votre volonté. Alors, pourquoi j'ai choisi cette citation pour plusieurs raisons. La première, c'est le côté long terme. C'est clair que si vous voulez perdre du poids, c'est pas pour le reprendre après. Donc, on doit se mettre dans un horizon qui est aussi
qu'est-ce que je fais demain, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, mais comment est-ce que je peux poursuivre ça sur du long terme. Donc, dans votre démarche de perte de poids, vous devez aussi vous mettre un horizon sur le long terme. Et puis surtout ici, dans ce que dit cette situation, c'est finalement, ça dépend plus des facteurs biologiques que de la volonté. Eh bien, c'est justement ces facteurs biologiques qu'on va explorer ici, ou en tout cas déjà lever un coin du voile là-dessus, parce que c'est vraiment fondamental. Vous pouvez avoir énormément de volonté et vous acharner sur certaines choses. Si vous loupez certains autres facteurs au niveau du fonctionnement du corps parce qu'il y a un déséquilibre quelque part, parce qu'il y a un déficit quelque part, ben vous allez pédaler dans le vide. Vous n'allez pas avoir les résultats proportionnels à ce que vous faites. Vous allez être frustré, vous allez vous décourager et finalement, on n'arrive pas à atteindre cet objectif. Alors pourquoi est-ce que ça semble parfois si difficile dans la perte de poids? Ben justement, parce qu'on a tendance à regarder les choses de façon un petit peu trop segmentée. C'est pour ça que j'ai choisi cette image aussi. J'ai vraiment envie que vous puissiez, vous aussi, dans votre approche de la perte de poids, voir les choses comme un ensemble de rouages qui doivent s'entraîner l'un l'autre pour aboutir à des résultats. Et donc, ce n'est pas qu'une question d'alimentation, ce n'est pas qu'une question de sport, c'est vraiment une question d'interaction entre différents facteurs qu'on va voir ici. Alors, ce qui est aussi compliqué, c'est qu'on croit savoir. Et c'est vrai qu'on en sait quand même de plus en plus. Depuis les nombreuses années que je fais ça, je vois qu'il y a quand même de la diffusion d'informations, on est de mieux en mieux informé. Mais néanmoins, euh, on a beaucoup d'informations, mais on ne comprend pas toujours bien comment réagit le corps. Donc, parmi tout ce qu'on peut entendre sur la perte de poids, il y a quand même pas mal de choses qui sont fondées. Il y a encore des grosses bêtises aussi, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont fondées. Mais ce n'est pas pour autant que c'est la solution pour vous ou la solution pour vous en ce moment ou que ça fait peut-être partie de la solution, mais qu'il y a d'autres choses qui vont venir greffer dessus aussi. Donc il y a vraiment cette notion de compréhension du corps qui est fondamentale et qu'on ne peut pas perdre de vue dans la perte de poids au risque de nouveau d'être frustré et de ne pas aboutir à les résultats. Et puis je vous le disais, il n'y a pas que l'alimentation. Alors oui, évidemment, c'est incontournable, mais ce n'est pas suffisant. De un, parce qu'en alimentation, on sait beaucoup de choses et c'est pas parce qu'on sait ce qu'il faut manger qu'on le fait. Donc il y a vraiment ce côté mise en pratique qui est pas évidente. Et deuxièmement aussi, justement, parce qu'on a tendance dans la perte de poids à dire il faut bien manger. Oui, mais il y a aussi tout le reste, tous les autres rouages de la perte de poids. Donc ici, je vais pas vous parler que d'alimentation, je vais même vous parler relativement peu d'alimentation mais un petit peu quand même, on va le voir. Alors, ce dont je vais surtout vous parler, c'est ces 5 sphères d'action, ces 5 leviers qu'on a dans la perte de poids. Alors, il y a le sommeil, le stress, le métabolisme, et dans le métabolisme, j'ai vraiment cherché le côté activité physique, le côté comment est-ce qu'on utilise la masse musculaire, et puis évidemment la nutrition, l'assiette pour ça aussi. L'idée ici, c'est de vraiment aller chercher, pas vous expliquer pourquoi le sommeil c'est important, etc., mais surtout de vous expliquer en quoi est-ce que le sommeil ou le stress va littéralement influencer ce que vous allez manger et comment votre corps va utiliser, brûler ou stocker ce que vous mangez. Donc, c'est vraiment la base de la perte de poids. On commence par cette première sphère d'action qui est, ah oui, évidemment, j'en ai dit que 4, je vous en parle de 5. La cinquième, on va la voir à l'issue des 4 premiers. Donc la première, c'est le sommeil. Le sommeil, il est irremplaçable et irrattrapable pour la santé à long terme. Donc, c'est vraiment un bon marqueur de capital de santé ou de capital de longévité en bonne santé sur le long terme. Mais nous, ce qui nous intéresse ou ce que j'ai envie de vous partager ici, ça concerne beaucoup plus le court terme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe après un déficit de sommeil? Et ici, on va vraiment dire, mais déjà, dès le lendemain, d'une mauvaise nuit, eh bien, à court terme, un déficit de sommeil va être générateur de blocage au niveau de la perte de poids, va impacter le métabolisme du sucre jusqu'à 30%, et je vais y revenir juste après, et dérègle aussi nos hormones de faim et de satiété, et vous l'aurez deviné, évidemment, pas dans le bon sens, pas dans le sens qu'on aimerait.
Alors, je vous explique ce côté métabolisme du sucre perturbé. Ce que vous voyez à l'écran, et c'est surtout la courbe en rouge que je vous demande de regarder, c'est ce qui se passe au niveau de la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. Quand on a une glycémie instable, comme ce que vous voyez là, c'est vraiment des envies de sucre à répétition. Quand on passe une journée avec une glycémie qui fait les montagnes russes, on a plusieurs fois besoin d'un petit quelque chose. Et généralement, ça va être le côté sucré ou le côté grignotage, ou alors c'est encore le petit café dont on a besoin en fin de matinée parce que il y a un petit coup de mou, ou dans l'après-midi, hein, on va chercher le petit café, mais il y a un petit biscuit à côté, ben, clairement, on va prendre la petite gaufre en plus. C'est vraiment toutes ces envies qui peuvent être très puissantes euh, et qui sont liées littéralement à cette variation, à cette courbe. Quand le sommeil est perturbé, notre glycémie est beaucoup plus sensible et on risque de se retrouver dans ce schéma-là avec ces montagnes russes et donc ça génère en fait des envies de sucrer. Parce que c'est clair que quand la glycémie est instable et qu'on se retrouve en bas de la courbe où on voit l'hypoglycémie, c'est pas les carottes râpées qui vous font envie. C'est le petit biscuit et puis encore un après. Donc c'est vraiment ce côté, les envies tenaces difficile à vraiment assouvir. Alors forcément, avec un déficit en sommeil, il y a le côté fatigue qui s'installe, mais qui est amplifié aussi par ce schéma-là. Une glycémie instable, c'est aussi générateur de fatigue, de coups de pompe. C'est les deux conséquences les plus courantes. Quand on a cette glycémie qui a fort monté et puis qui, bah, automatiquement, quand elle a monté, il n'y a qu'une chose qui se passe, c'est qu'elle redescend, elle redescend trop bas. Et bien à ce moment-là, soit on a ces envies de sucrer, ces fringales, soit on a la fatigue. Mais pour certaines personnes, c'est ni l'un ni l'autre. Ça va plutôt être au niveau de l'humeur. On devient un peu plus irritable, un peu plus impatient, s'énerve sur une broutille. Euh, Ça aussi, c'est vraiment classique de cette glycémie en dents de scie. Et puis, bah, pourquoi je vous en parle ici? Parce que oui, ça génère les mauvaises envies, mais en plus de ça, c'est générateur de stockage du gras. Donc, même à assiette égale, avec une nuit trop courte et ce métabolisme du sucre donc perturbé, ben même si vous mangez la même chose qu'après une nuit de sommeil normale, bien vous stockez plus. Donc, non seulement le déficit de sommeil vous donne les mauvaises envies, mais en plus de ça, même si vous mangiez super bien, vous avez plus de stockage. Et donc ça, pour moi, c'est incontournable dans la perte de poids. Il faut se rendre compte que le sommeil, il doit faire partie de cette équation. L'autre L'autre facette ou l'autre conséquence d'une mauvaise nuit, c'est les hormones de faim et de satiété qui sont déréglées. La gréline, qui est l'hormone de la faim, est suractivée. La leptine, qui est l'hormone de la satiété, est écrasée. Et donc, on a cette sensation de faim perpétuelle, toujours envie de quelque chose, on mange, mais la faim reste vraiment comme si on allait chercher dans les aliments l'énergie qu'on n'a pas eue dans notre nuit de mauvais sommeil. Et donc, automatiquement, ça veut dire qu'après des mauvaises nuits, on aura tendance à augmenter les quantités, même sans en avoir l'impression. Ces hormones déréglées, c'est vraiment un bâton dans les roues parce que on met en place, quand on travaille l'alimentation, une alimentation saine, équilibrée, c'est aussi parce que ça permet de beaucoup mieux ressentir les signaux du corps. Le signal de faim, je mange, la satiété, je m'arrête. Et donc, c'est hyper précieux. Mais avec un déficit de sommeil, on peut même pas se fier à ça parce que c'est perturbé. Alors, ce qu'on voit ici et ce qui a été mesuré dans les études qui ont abouti à ces conséquences, c'est toujours de façon un peu plus extrême. Donc ici, on est donc dans l'étude en question, c'était au bout d'une nuit de 5 heures. Alors 5 heures, c'est vraiment pas beaucoup. Et donc là, on est tout de suite dans ces extrêmes. Mais même déjà avec un déficit qui est plus court, une heure, ou si c'est systématiquement un petit peu trop peu de sommeil, bah, vous allez vraiment vous installer avec ces conséquences-là aussi. Donc voilà pour le premier point. Et donc la conclusion ici, c'est le sommeil fait partie de l'approche dans la perte de poids. Si vous êtes
fatigué, si vous mangez déjà bien, si vous faites plein de choses bien et vous dites, ah, je comprends pas, mais oui, je suis crevée, mon sommeil est super mauvais ou je vais me coucher trop tard, etc. Mais c'est peut-être aussi de ce côté-là qu'il faut aller voir pour avoir cette approche plus durable dans la perte de poids. Le suivant, le stress. Alors le stress déjà, c'est pas juste des pensées au niveau du cerveau, c'est une vraie réaction physiologique, c'est-à-dire c'est une cascade d'hormones, c'est de la production biochimique au niveau du corps, et en particulier celle qu'on a surnommée l'hormone du stress, c'est-à-dire le cortisol. Alors le cortisol, on en a besoin, il est utile pour plein de choses. Le problème, c'est qu'on est sur du stress qui souvent est soit un stress chronique, un stress qui en fait dure trop longtemps par rapport à comment on est construit pour le gérer, soit un stress qu'on n'a pas réussi à utiliser de la bonne façon. Le stress à la base, c'est vraiment dans la réaction de fuite ou d'attaque. On se retrouve rarement dans ces situations-là et ça veut dire qu'en fait, on n'arrive pas à utiliser toute la mobilisation physiologique qu'il y a eu pour utiliser ce stress. Et c'est là que ça commence à faire des dégâts. Alors, il y a plein de conséquences. Je pourrais voilà, faire un webinaire entier sur les conséquences du stress, mais ici, on va vraiment aller épingler ce qui se passe au niveau de la conséquence sur la perte de poids. La conséquence de cet excès de cortisol ou de plus de cortisol, c'est de un déjà une augmentation de l'appétit. Donc, si vous êtes stressé et qu'en plus vous avez mal dormi, ben, vous voyez que déjà la gestion des quantités, ça peut être compliqué. Donc, augmentation de l'appétit. Également, plus de stockage de gras. Donc, encore un facteur qui travaille à contresens par rapport à ce qu'on essaye d'obtenir. Le cortisol va aussi augmenter les variations de la glycémie. Donc, le petit schéma que je viens de vous montrer, eh ben, en fait, le cortisol, il vient rajouter une couche là-dessus. Et il y a aussi un impact sur la diminution de la masse musculaire et même un impact sur le capital osseux. Alors la masse musculaire, on va en reparler juste après aussi quand on parle du métabolisme, et vous verrez que ce n'est pas une bonne chose. Même si en soi, si on perd du muscle, ben, les chiffres sur la balance peuvent descendre, mais en fait, ce n'est pas ça qu'on veut. Quand on veut perdre du poids, forcément, on veut perdre du gras. Donc, autre point ici, le stress. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que gérer son stress, euh, apprendre à mettre des choses en place pour mieux encaisser le stress, ça fait aussi partie de la perte de poids. Alors, on voit ici les conséquences négatives du stress. Euh, L'idée, c'est pas non plus de pas du tout être stressé, ça c'est irréaliste, mais c'est surtout d'avoir les outils pour ne pas être écrasé, ne pas être trop impacté par toutes les conséquences négatives du stress. Notre troisième point, c'est ce métabolisme global et le rôle de l'activité physique. Donc, quand on parle de métabolisme, euh, c'est vraiment la façon dont votre corps va utiliser ce que vous mangez. Donc, est-ce qu'il va le brûler pour en faire de l'énergie ou est-ce qu'il va le stocker? Donc, comment est-ce que le corps brûle et dépense ce que vous mangez? Et ça dépend de votre métabolisme et en particulier ici, ce qui nous intéresse, c'est justement l'importance du muscle. C'est lui qui contient les mitochondries et les mitochondries, c'est littéralement les petites centrales qui brûlent ce que l'on mange. Et donc, on a besoin de muscles pour arriver à brûler ce que l'on mange. Alors, on a aussi, avec toutes les études qu'on fait, on a pu euh, évaluer de façon assez précise quelle est la quantité d'activité physique dont on a besoin. Et je vais vous les montrer dans un instant. On a donc ces recommandations, qu'est-ce qu'il faut faire, combien de temps, etc. Mais on a aussi déjà d'emblée vu que ces recommandations, elles avaient une certaine limite. Et là, justement, on va parler d'un petit cas particulier qui est le métabolisme de sédentaire. Alors, au niveau de ces recommandations, donc première chose ici, c'est on a besoin de la masse musculaire. Je le répète, c'est les muscles qui contiennent nos petites centrales énergétiques. C'est aussi la raison pour laquelle la perte de poids chez les hommes et chez les femmes a souvent des effets très différents par rapport aux choses qu'on met en place.
Physiologiquement, un homme est beaucoup plus musclé qu'une femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par nature, un homme a beaucoup plus de petites mitochondries qui n'attendent qu'une chose, c'est de brûler ce qu'il mange. Et donc, le levier de cette masse musculaire chez l'homme est vraiment un avantage dans la perte de poids par rapport à la femme. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, nous, les femmes aussi, on a besoin d'entretenir notre masse musculaire parce que c'est une question aussi d'énergie, hein. On brûle ce qu'on mange en premier lieu pour en faire de l'énergie, mais forcément, vous le comprenez, dans la perte de poids, c'est capital aussi. Alors, les recommandations en matière d'activité physique. Ce qu'on a découvert dans cette étude, c'est qu'est-ce qu'il fallait faire en termes d'activité physique pour rester en bonne santé. Donc, c'est plutôt une mesure, on va dire, d'entretien d'un bon point de départ. Alors, c'est quoi? Et il faut entre 150 et 300 minutes d'activité physique par semaine. Cette activité doit être modérée, donc ça veut dire que c'est pas la même chose pour tout le monde. Et l'avantage de ça, c'est aussi que c'est chacun à son niveau. Donc, modéré pour une personne sera peut-être déjà très intense pour l'autre et va peut-être devenir trop facile au bout d'un certain temps aussi. Donc, on garde le côté modéré. Modéré, pour vous donner une idée, c'est que vous devez encore être capable de parler, d'avoir une conversation facilement, mais pas de chanter. Donc, c'est trop intense pour avoir la, la possibilité de chanter. Et puis, qu'est-ce qu'on recherche comme activité physique ici? Une activité physique plutôt de type en aérobie, c'est-à-dire plutôt le cardio. Et à ça, il faut encore rajouter 2 séances de renforcement musculaire. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire comme conclusion par rapport à ça? Alors moi, personnellement, quand j'ai découvert les résultats de cette étude, je me suis quand même dit, oh, 150 à 300 minutes d'activité physique par semaine, c'est quand même costaud. Euh, et plus encore 2 séances de renforcement musculaire. Donc oui, clairement, on a besoin à la fois de ce côté cardio-dépense, mais à la fois aussi de ce côté entretien de la masse musculaire. Pourquoi est-ce que ben voilà, on a ce genre de choses-là et que ça peut paraître beaucoup, mais c'est qu'en fait, mais fondamentalement, on n'est pas fait pour être sédentaire. Et donc, dans ce côté entretien de notre santé, le mouvement doit faire partie intégrante et même importante de ce qu'on met en place. Évidemment, dans la perte de poids, on a encore un incitant supplémentaire à, avoir ce côté activité physique et surtout le côté entretien de la masse musculaire. Moi, personnellement, dans la perte de poids, alors oui, forcément, l'activité physique, on trouve un mix, mais souvent, c'est plutôt le côté renforcement musculaire qui fait défaut, surtout au début. Parce que si on fait beaucoup de cardio, mais qu'on n'a pas les petites centrales qui brûlent par derrière, ben de nouveau, on a un décalage entre l'effet qu'on pourrait avoir et finalement les résultats qu'on a. Alors, il y a un autre paramètre aussi qui peut parfois venir perturber les résultats qu'on a. C'est, ben voilà, je fais mes 3 séances de sport par semaine et pourtant, je trouve que pour tout ce que je fais, j'ai quand même pas des super résultats. Et oui, parce qu'en effet, on peut avoir notre quota là, avec nos 150 minutes et nos 2 séances de renforcement musculaire, on peut le faire et néanmoins se retrouver quand même avec un métabolisme de sédentaire. Un métabolisme de sédentaire, c'est quoi? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est en particulier à voir avec une substance qui s'appelle l'irisine, qui fait que, ben, en fait, on brûle plus facilement. Et quand on a moins d'irisine, ben, tout ralentit en fait. C'est comme s'il y avait comme une zone tampon qui fait que les résultats qu'on pourrait avoir par rapport à cette activité physique, ben, elles ne sont pas transmises à nos petites mitochondries par derrière. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à des longues périodes de sédentarité, d'inactivité. Donc, typiquement, ben voilà, mon métier, plutôt assise longtemps, des longues heures dans la journée, et même si on fait notre séance de sport le soir, le matin, ben on se retrouve quand même avec ces longues périodes qui, en fait, font s'effondrer l'irisine et donc créer cette espèce de décalage, de moindre réactivité de notre métabolisme. Donc ça, c'est, on va dire, ah, mais c'est pas une bonne nouvelle pour tous les gens qui ont un métier plutôt sédentaire. Et clairement, ben voilà, c'est la majorité maintenant dans notre mode de vie, on est plutôt sédentaire. Mais il y a quand même une solution par rapport à ça.
c'est que, on a aussi découvert comment relancer cette production d'irysine pour vraiment sortir de ce métabolisme sédentaire. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Je veux dire, il suffit, mais c'est vraiment avec des pincettes que je dis il suffit. Il suffit d'entrecouper les longues périodes d'inactivité par des petites, et ça peut prendre quelques secondes, 30 secondes, une minute, 2 minutes, des toutes petites séances de stimulation de la masse musculaire. Donc on dit parfois, oui, c'est pas bon d'être trop souvent assis, il faut se lever toutes les demi-heures, toutes les heures. Oui, mais ici, ça va un petit peu plus loin. C'est se lever et aller à la photocopieuse ou aller boire un verre d'eau, c'est pas suffisamment stimulant pour la masse musculaire que pour relancer cette production d'irysine qui nous manque au niveau métabolisme. Il faut chercher un truc qui est un petit peu plus intense que ça. Ça peut être prendre les escaliers de façon un peu dynamique. Ça peut même être se dire, OK, je me lève et je fais 10 squats à côté de mon bureau, pourquoi pas. Ça ne doit pas être des très longues choses, mais il faut vraiment se dire, il faut que je sorte de cette sédentarité. Donc là aussi, mon message aujourd'hui par rapport à la perte de poids, c'est de analyser votre mode de vie et de comprendre que on n'est pas fait pour être sédentaire et que donc on doit trouver les petites astuces pour essayer de retrouver un métabolisme réactif. Et de nouveau, c'est accessible. Alors, c'est pas facile. Parfois, on se dit, ça me paraît quand même beaucoup. Mais on y arrive petit à petit, étape par étape. Et de nouveau, je vous l'avais mis dans le slide précédent, c'est chacun à son niveau. Euh, si ça fait super longtemps que vous n'avez pas fait de sport du tout, vous n'avez pas de conditions physiques, on commence déjà avec de la marche. Ça peut être déjà une activité physique modérée pour certaines personnes. Et puis, c'est vraiment petit à petit, au fur et à mesure qu'on améliore les résultats, on améliore la capacité physique, on peut mettre un peu plus de choses en place. Donc, progressivement, mais il faut comprendre en fait c'est quoi votre point de départ et c'est quoi l'importance de ces différentes facettes. Si vous mangez super bien, que vous dormez bien, que vous n'êtes pas stressé, mais vous êtes hyper sédentaire, vous voyez à nouveau que en fait il nous manque un des paramètres et il vous manque un élément dans l'équation, vous n'aurez pas les résultats proportionnels ou durables par rapport à ce que vous pouvez mettre en place. Et tout ça, c'est d'autant plus important qu'on avance en âge. Un métabolisme jeune est toujours un métabolisme qui est beaucoup plus réactif et on a plus de marge de manœuvre. Et donc oui, on peut encaisser des périodes où on est très fatigué et ça marche quand même, ou de faire pas d'activité physique et puis tout à coup, vous dites, moi en fait, j'ai jamais dû faire de sport, ça a toujours marché comme ça. Et maintenant, je viens de passer le cap de mes 40 ans, 45 ans, 50 ans et je vois que ça devient plus difficile. C'est en effet parce qu'avec l'âge, on commence à avoir moins de marge de manœuvre et on est obligé en fait de s'aligner par rapport aux besoins du corps. D'où l'intérêt voilà, de comprendre ce genre de mécanisme et de comprendre où sont les leviers dans la perte de poids. Alors, quatrième sphère d'action dont je voulais vous parler aujourd'hui, il y a quand même un petit peu d'alimentation dans ce webinaire. Alors, ça va être un résumé, clairement, parce que j'avais envie de vous raconter aussi ces autres choses et pas que l'alimentation. Au niveau de l'assiette, on peut voilà, avoir j'ai envie de dire, des bonnes résolutions, des bonnes démarches au niveau du choix des aliments, les associations qu'on peut faire des différents aliments, à quel moment est-ce qu'on mange telle ou telle chose, quelle est la place pour le gras, quelle est la place pour le sucre, les protéines, qu'est-ce qui varie en fonction de l'âge, en fonction de si on est un homme ou une femme, quelle est cette fameuse marge de manœuvre qu'on a ou qu'on n'a pas. Donc tout ça, ça peut être des bonnes questions, des bonnes choses il faut se poser les questions là-dessus. J'en ai encore listé quelques-uns et puis je vais en épingler 4 pour lesquels je vais vous donner une recommandation hyper concrète, quelque chose que vous pouvez faire dès demain. Mais voilà, c'était difficile à choisir, donc je voulais quand même vous parler de toutes ces choses-là aussi. Alors le fait de manger en conscience, de bien mastiquer, tout le monde le sait, personne ne le fait, mais c'est quand même un élément qui est capital dans la perte de poids, notamment pour gérer les quantités et pas juste être voilà, je sais que je peux avoir X grammes de ci, X grammes de ça, mais c'est vraiment plutôt de justement entretenir les signaux, entretenir la capacité du corps à vous envoyer le signal de en fait c'est bon, je suis rassasiée. Et pour ça, il faut manger en conscience et mastiquer.
Encore plus important si vous avez des soucis de digestion. La mastication, c'est la première étape de la digestion. Les bonnes proportions. Alors pour ceux qui me suivent ou qui viennent en consultation chez moi, vous savez, je parle beaucoup des proportions, beaucoup plus des proportions des différents aliments dans l'assiette que des quantités en tant que telles. Alors je vous ai mis sur le côté un petit schéma qui illustre en résumé, mais qui illustre assez bien les proportions qu'on devrait retrouver dans l'assiette. Alors beaucoup de légumes, c'est toujours la portion la plus importante dans nos assiettes, euh, une vraie portion de protéines et les céréales complètes ici, ou on appelle plus communément les féculents. Les féculents, c'est environ un quart de l'assiette. Et encore, dans la paire de poids, on va rajouter une couche. Il vient plus tard dans les conseils et donc je vais y revenir. Mais donc les bonnes proportions, évidemment, oui, beaucoup de légumes, euh, des aliments non transformés, des aliments que le corps reconnaît, même si c'est pas tout à fait parfait. Il faut vraiment essayer qu'on ait des aliments le plus, j'ai envie de dire, le plus brut possible. On a déjà essayé plein de choses à travers les, j'ai envie de dire, à travers les âges pour la perte de poids, notamment l'avènement du light, etc. En fait, le light n'a pas du tout tenu les promesses qu'on avait espérées, aussi parce qu'on se retrouve beaucoup trop souvent avec des aliments transformés, quelque chose que le corps ne reconnaît plus et qui donc il ne peut pas utiliser convenablement et qui vient plutôt perturber des équilibres. Donc, quand vous faites vos courses, regardez ce que vous mettez dans votre caddie, regardez vos achats et dites-vous qu'il doit y avoir au moins 80% de ce que vous achetez qui devrait être des aliments non transformés. Ça ne fait pas tout, mais ça vous met déjà dans la bonne direction. Autre conseil, il faut boire beaucoup. Alors oui, c'est clair. Ça fait aussi partie de cette alimentation. On a besoin de boire beaucoup et forcément aussi beaucoup d'eau. Surveiller les sucres. Je pense que là, pour le coup, s'il y a une chose qui commence à être bien, bien ancrée, c'est que le sucre, il faut s'en méfier. Il faut essayer de ne pas trop en manger. On va par contre réhabiliter les bonnes graisses. Euh, on le voit aussi, alors il y a eu cette phase où on avait diabolisé toutes les graisses. Ici, on est en train de réhabiliter certaines, pas toutes, parce que en fait, elles sont aussi importantes, elles sont vitales, même dans la perte de poids. Donc, c'est pas parce qu'on veut perdre du gras qu'il faut couper le gras. Et puis, je reviens sur la notion des féculents. En fait, il faut aussi adapter la quantité de féculents à vos besoins. Les féculents, c'est comme le carburant dans une voiture. Si vous roulez en voiture, vous brûlez le carburant. Si vous ne roulez pas en voiture, bah, le carburant, il reste dans le réservoir. Bah, pour nous, c'est un peu pareil. On mange des féculents et on brûle nos féculents parce qu'on est actif physiquement, tout va bien. On mange des féculents, mais on est complètement sédentaire, ben, ça reste dans le réservoir. Et nous, le réservoir, c'est le gras. Et puis, dernier conseil que j'ai mis ici, manger léger le soir. C'est un peu un raccourci, mais c'est quand même un bon levier pour aider à éliminer la graisse. Alors, je vous ai dit, je vais en choisir quatre euh, vraiment épinglés avec le conseil super précis, ben voilà, je reprends ce côté des féculents et garder cette image du carburant dans la voiture. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez manger aucun féculent si vous n'êtes pas actif, mais il y a vraiment un équilibre à trouver entre cette quantité de féculents dans notre assiette à mettre en rapport avec notre activité physique. Vous ne bougez pas beaucoup, même si c'est super intense au niveau boulot intellectuel, mais vous êtes sédentaire. Si vous mangez trop de féculents, ben vous n'avez tout simplement pas l'occasion de les brûler. Et donc, le corps va les garder en réserve. Et la réserve, c'est le gras. Donc, il faut vraiment pouvoir adapter les féculents aux besoins. Et les besoins, c'est quoi? C'est votre activité physique. C'est comment vous allez dépenser ces aliments-là. Alors, boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau, c'est quoi? C'est le standard, c'est 1,5 litre d'eau par jour. Mais ici, moi, j'ai même envie de pousser ce conseil un petit peu plus loin et de vous dire, si vous ne savez pas trop par où commencer, parmi tous les conseils qu'on entend au niveau de l'alimentation, commencez par celui-là. Buvez beaucoup d'eau, ne changez rien d'autre et vous vous engagez sur, disons, une semaine à dire, ben, je vais boire 2 litres par jour.
C'est un petit peu plus que le standard, mais c'est pas mal pour démarrer aussi, surtout d'avoir une action spécifique, un engagement. Est-ce que vous avez rempli votre quota, votre contrat aujourd'hui? Ben oui, si vous avez bu votre quota d'eau, si vous avez bu vos 2 litres d'eau. Donc déjà, ça, c'est une façon d'entamer les choses avec une petite chose, et pas de prise de tête, c'est juste de dire, OK, je ne sais pas par où commencer, mais je vais déjà faire ça. Boire beaucoup d'eau. Et donc, vous vous mettez ce petit challenge de 2 litres par jour. Faire attention au sucre. Alors, faire attention au sucre, là aussi, ça peut être tout un roman, mais je vais vous donner plutôt une recommandation ici. Si vous mangez un aliment sucré, un biscuit, voilà, une sucrerie, quelque chose, on va dire, au goût sucré, eh bien, collez-le à un repas. Donc, mon message ici, c'est quoi? Pas de sucre entre les repas. Pas de sucre sous forme de grignotage. Dans la perte de poids, c'est ce qui a le plus de conséquences négatives. Ça, vous le payez trop cher. Sans rentrer ici dans les détails, ça modifie vraiment votre façon de stocker, ça vous éveille d'autres envies de sucrer, etc. Donc, de nouveau, si vous ne savez pas trop par où commencer, le sucre, j'ai envie d'un petit chocolat, d'un petit biscuit, ok, vous le gardez, mais vous le collez, disons, vous le prenez comme un dessert, mais un dessert que vous prenez dans la foulée du repas. Comme ça, il est digéré avec tout le reste, et en fait, ça fait moins de dégâts, entre guillemets, que si vous le preniez au milieu de l'après-midi, par exemple. Donc, c'est vraiment sous forme de grignotage. C'est la différence entre un dessert collé à un repas et le grignotage qui, lui, est générateur justement de stockage, d'envie de sucre à répétition, etc. Et mon dernier conseil concret ici pour l'alimentation, manger léger. Et j'ai rajouté ici végétal le soir. En fait, on devrait tous devenir des végétariens du soir. Mais ce avec quoi on peut déjà commencer, c'est de se dire, OK, je vais essayer de prendre une plus petite assiette. Ou, évidemment, si on n'a pas mangé beaucoup dans la journée, ça va être un peu rude de se dire, ah, elle a dit que je vais manger léger le soir, j'ai faim, mais j'essaye. Là, ça ne va pas fonctionner. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à dire, pour commencer, dites-vous que d'office, le repas du soir, il commence par une soupe ou une salade. Comme ça, on a le côté végétal, on a déjà le côté, bah, ça va prendre un peu de place dans votre estomac avec que des bons aliments. Et donc, ça vous permettra aussi d'avoir moins faim et peut-être de prendre une plus petite assiette sur le reste du repas. Donc voilà, 4 principes pour être dans le bon. Évidemment, il y en a plein d'autres. J'ai juste fait un choix ici pour déjà vous permettre de mettre des choses très concrètes en application. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'impact du sommeil sur les mécanismes de stockage, l'appétit, etc. Pareil pour le stress, le métabolisme avec cette importance de votre masse musculaire, de sortir de la sédentarité et l'assiette. Et donc, il nous reste cette cinquième sphère dont je voulais vous parler, le cinquième élément ici, qui est en fait votre état d'esprit. Et dans votre état d'esprit, on va voir votre objectif, donc votre réel pourquoi. Pourquoi est-ce que vous voulez perdre du poids? En fait, ce qu'il faut dans la perte de poids et dans ce côté état d'esprit, c'est de un objectif puissant, et je vais vous définir ce que c'est un objectif puissant, et de deux, vraiment faire attention à vos préjugés, à comment vous vous projetez en fait dans, on va dire, cette aventure de la perte de poids. Alors d'abord, l'objectif puissant. Les critères pour un objectif puissant, c'est vraiment qu'il soit un objectif puissant, c'est un objectif qui va vous aider à l'atteindre en tant que tel. Dans un objectif vraiment puissant, il faut aller creuser le pourquoi. C'est pourquoi vous voulez perdre du poids. Ah, parce que j'ai pris 10 kilos ces 5 dernières années et ça va pas. Oui, mais pourquoi ça va pas? Ah, parce que je me sens pas bien. Ok, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut pouvoir faire? Donc vraiment aller décortiquer, creuser votre pourquoi. Et puis arriver aussi à une vraie raison. Et une vraie raison, j'ai envie de dire, concrète, un vrai objectif concret. Qu'est-ce que je veux, à quoi est-ce que je veux aboutir? Qu'est-ce que je veux obtenir? Et la façon de répondre à ça, ça doit impliquer des émotions, des sensations et une image. Donc, on est vraiment sur ce qu'on appelle de la visualisation. C'est des techniques qui sont utilisées notamment aussi dans le sport de haut niveau. C'est déjà
de se mettre en situation. Le sportif, il va visualiser sa course, sa compétition et il va déjà l'avoir vécu mentalement. Eh bien, vous, votre objectif, je veux perdre mes 10 kilos parce que j'ai toute cette chouette garde-robe avec des petites robes que j'aimais bien, je rentre plus dedans, j'ai envie de rentrer dedans. Ok, là, on commence à avoir quelque chose qui est concret. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Ah, j'ai envie de rentrer dedans, j'ai envie de remettre celle-là, de l'enfiler et me dire, ah, ça me va bien. Hop, passer devant le miroir et dire, j'aime ce que je vois. Je me sens bien dedans. Vous voyez, donc déjà ressentir les choses. Ou un autre exemple, je veux perdre du poids parce que j'ai mal partout, j'ai mal à mes genoux quand je vais me balader. Or, j'ai mes chiens, j'adore aller promener dans la forêt avec mes chiens, mais mes genoux ne suivent pas. Bon, voilà. Et mon médecin m'a dit que je vais perdre du poids. Ok, il vous a dit de vous perdre du poids, mais vous devez avoir un objectif. C'est pas pour votre médecin que vous le faites, c'est pour vous. Et quoi pour vous? Parce que j'ai envie d'aller me promener dans les bois avec mes chiens et pas avoir mal partout et limite de pouvoir courir plus vite qu'eux. Ouais, super. Je vais faire ça dans 6 mois, dans 5 ans, dans 10 ans et dans 15 ans, je vais encore toujours pouvoir marcher dans la forêt avec mes chiens d'un bon pas. Donc, qu'est-ce que vous visualisez? Vous visualisez ça. Vous ressentez les choses, vous ressentez l'énergie, le dynamisme que vous aurez atteint avec votre objectif. Donc c'est ça un objectif puissant, c'est vraiment un objectif qui vous nourrit. N'hésitez pas à me dire aussi dans le chat pour tous ceux qui sont en direct si ça vous parle ce genre de choses-là, si vous pensez que vous avez un vrai bon objectif ou si vous vous dites ah bah oui je dois perdre du poids pour ma santé. Pour votre prise de sang, pour votre santé, c'est pas un bon objectif. Vous devez avoir quelque chose qui est beaucoup plus concret, beaucoup plus émotionnel parce que ça va en fait déjà conditionner votre cerveau à vous aider à mettre les bonnes choses en place. Alors, l'autre élément dont je voulais vous parler par rapport à l'état d'esprit, c'est vos préjugés et votre discours interne. Attention à l'autosabotage. Et c'est quoi, en fait, c'est comment est-ce que spontanément vous parlez de la perte de poids ou vous imaginez ça? Est-ce que vous dites, ah, oh, c'est compliqué, ou ah, je vais devoir faire des efforts, ou ça va tout chambouler? Euh, est-ce que vous êtes plutôt en train de parler en décelant les problèmes? Ou au contraire, à dire, OK, bien sûr, il y a des challenges dans la perte de poids et il y a des problèmes dans la perte de poids, mais essayez de mettre votre état d'esprit euh, axé solution. Et je veux dire, ça fait vraiment partie de mon métier aussi, c'est de vous chaque fois réorienter vers les solutions. Et des solutions, il y en a toujours. Mais il faut vraiment se dire, OK, ben, un problème, un contretemps, vous n'avez pas pu mettre en place ce que vous vouliez par rapport à votre schéma de perte de poids, d'alimentation, de sport, que sais-je. Pas grave, on va trouver une solution, on va faire différemment, on va peut-être faire d'une façon pendant un temps, puis revenir à une autre façon. Il y a toujours des solutions, mais soyez vraiment branchés solutions, pas branchés problème, pas branchés complications, mais branchés je vais m'en sortir, on va trouver. Donc vraiment avoir le côté positif et s'exprimer en positif. Ça va même plus loin d'être orienté en solution aussi. Votre objectif, par exemple, il doit être formulé positivement. C'est pas parce que je veux plus avoir mal aux genoux. C'est parce que je vais aller me promener en forêt et me sentir bien. C'est pas parce que j'en ai marre de plus rentrer dans mes vêtements. C'est parce que je vais rentrer dans cette robe-là et ça va m'aller super bien. Donc, vous voyez, c'est vraiment aussi le côté discours interne, votre état d'esprit qui est important dans toute cette équation de la perte de poids et qui va vraiment vous porter si voilà, on fait les bonnes choses, mais qui peut aussi vous auto-saboter si voilà, on ne fait pas attention. Alors, il est temps pour notre petit exercice. Donc, pour cet exercice, vous avez besoin d'une feuille de papier, d'un crayon. Et je pense que j'ai oublié de vous le dire au début, donc j'espère que vous avez ça plus ou moins à portée de main. C'est très simple l'exercice, c'est vraiment cet exercice du radar. Donc vous essayez de copier ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire vous prenez votre feuille de papier, vous partez du centre qu'on va noter à 0 et vous tracez 5 lignes qui vont représenter nos différents axes avec l'état d'esprit, l'alimentation, le sport, le sommeil et la gestion du stress. Et on va mettre une échelle, on va dire, de 0 au centre jusqu'à 10
au bout pour chacun des leviers. Et l'idée ici, c'est de pouvoir vous donner une cote par rapport à votre situation de maintenant. 0 étant catastrophe, je fais rien du tout, on est nulle part. 10 étant, ouah, super, nickel, je peux rien faire de plus. Et donc, vous mettez votre cotation pour l'alimentation et vous dites, OK, ben moi, j'ai fait quand même déjà pas mal, mais enfin, je sais qu'il y a encore du boulot. Vous êtes peut-être à un 6, par exemple. État d'esprit, vous dites, oui, moi, ce que vous m'avez dit, ça me parle beaucoup. J'ai déjà travaillé ce côté visualisation. Mon objectif, il est super clair. Je marie mon fils dans un an, je veux rentrer dans cette robe-là. Et voilà, et c'est porteur. Voilà, vous êtes peut-être déjà à un 8 ou un 9 sur l'état d'esprit. Vous dites, mais par contre, le stress en ce moment est catastrophique, gère pas du tout. Ben là, vous allez peut-être mettre 3. Donc, vous voyez l'exercice. Alors, je vois qu'il y a des questions qui arrivent. J'y reviendrai plus tard, juste à la fin, si vous permettez. On continue ici avec l'exercice. Donc, vous aurez un résultat comme celui-là. Donc, vous attribuez une notation pour chaque branche et puis vous les reliez pour aboutir à un dessin comme ce que vous voyez là. Et ça va vous montrer des situations, on va dire, qu'on peut regrouper dans ces deux cas de figure, soit quelque chose qui est relativement équilibré sur chacun des axes, soit quelque chose qui va être très bien sur certaines choses et très mauvais sur d'autres choses. À quoi il sert cet exercice? Ben, il sert en fait à identifier où sont vos priorités, où sont vos leviers principaux. Si vous êtes dans un schéma un peu déséquilibré avec certaines choses très bonnes et d'autres choses pas bonnes du tout comme à droite, admettons si dans l'alimentation vous étiez mis un 8 sur 10 mais que votre sommeil il est catastrophique, ben en fait, cherchez pas à obtenir un 9 ou un 10 en alimentation, allez d'abord grappiller un point ou deux supplémentaires sur le sommeil. C'est là que vous allez obtenir plus de résultats et avoir, on va dire, une démarche qui est beaucoup plus porteuse et durable aussi. Donc, cet exercice, il va vous permettre justement d'identifier où vous pouvez, ou où sont vos priorités. Et si c'est très équilibré, bah, vous avez le choix. Mais il va aussi vous mettre en évidence autre chose. Et là, c'est un petit message à tous les perfectionnistes qui écoutent. Quand on est à un 4 sur l'alimentation, ben, c'est quoi la prochaine étape? C'est le 5, hein. C'est pas un 9. Donc, si vous êtes dit, OK, moi j'ai envie de mettre des choses en place, je chamboule tout, je transforme toute mon alimentation parce que j'ai en tête quoi? J'ai en tête le 9 sur 10 ou le 10 sur 10. Mais si vous êtes à un 4, il vaut mieux d'abord viser un 5, et puis un 6, et puis un 7, et vous y arriverez à votre 8 ou à votre 9 sur 10. Mais faites-le graduellement. Pourquoi? Parce qu'on veut une démarche durable, parce que vous devez aussi vous mettre une échéance long terme. Vous voulez perdre ces kilos, mais vous ne voulez pas les regagner. Donc, vous voulez avoir cette échéance qui est aussi sur du long terme. Ça va, vous le faites, l'exercice, ça donne quoi chez vous? Équilibré, déséquilibré? Alors, je vois plus j'ai dû ouvrir plein d'autres fenêtres, donc je vois plus les petites vidéos, mais vous pouvez répondre dans le chat ce que ça donne pour vous. Et donc, c'est quoi la conclusion ici? Je voulais vous dire, ben, votre radar vous permet en fait de, euh, de voir qu'en fait, c'est vous la personne la mieux placée pour connaître vos besoins, mais vous devez regarder au bon endroit. Et voilà, c'est pour ça que je vous propose cet exercice, c'est pour vous permettre de regarder aussi aux bons endroits pour voir où vous avez des choses à mettre en application. Ok, merci pour vos commentaires. Oui, super. Plutôt équilibré, équilibré aussi. Nickel. Alors, bon, ben on fait quoi finalement avec tout ça? Alors, tout d'abord, j'espère qu'avec ce qu'on vient voir, ça vous permet justement de voir les choses de façon un peu plus complète, de voir les choses dans leur ensemble. Et peut-être aussi de voir les choses différemment, de vous dire que vous avez peut-être changé d'avis sur vos priorités ou mieux pris conscience de l'interaction que ces différents leviers peuvent avoir les uns avec les autres.
auront aussi sur vos résultats, les résultats que vous obtenez ou justement que vous n'obtenez pas et que vous ne comprenez pas pourquoi. Donc, j'espère que ça vous donne envie aussi d'aborder les choses différemment. Alors, l'accompagnement dans la perte de poids, c'est mon métier. Je le fais en consultation, mais je le fais aussi dans des programmes en ligne, notamment ici un programme qui s'appelle Perdre du poids façon alimentation joyeuse euh, et qui me permet en fait encore plus qu'en consultation d'aller vous expliquer les mécanismes. Avec tout ce que je vous ai raconté ici, pour moi, c'est vraiment, je trouve ça passionnant. Donc, si vous avez envie de comprendre ces mécanismes, de mieux connaître votre corps, de pouvoir vous aligner à ses besoins. C'est une partie de ce programme-là, c'est ça, c'est vraiment comprendre tous les mécanismes. Et puis forcément aussi les mettre en pratique, parce que voilà, si on ne met rien en pratique, forcément, on n'aura pas de résultats. Alors, je vous donne quelques infos sur ce programme. Si, voilà, si ça vous parle, si cette approche, si vous avez appris des choses dans ce webinaire, vous dites, ben, ouais, en fait, ça m'a quand même éclairé sur certaines choses, j'ai envie de poursuivre sur cette lancée. Ben, ce programme est là pour vous. Donc, il y a un focus alimentation, clairement, mais en coordination avec les autres piliers. Donc, le focus alimentation, on va évidemment beaucoup plus loin que ce qu'on a vu ici. Dans le webinaire, c'était vraiment pas du tout axé alimentation, mais je voulais en profiter pour vous parler de tout le reste. Dans le programme, on va à fond sur la facette alimentation, mais de nouveau en coordination avec le sommeil, l'activité physique, les recommandations qu'on peut faire à ce niveau-là, la gestion du stress et notamment aussi tout ce qui est ce qu'on appelle le mangeur émotionnel. On sait que le stress, ça nous fait manger d'autres choses, ça nous perturbe nos envies, etc. Et que généralement, c'est pas du tout à coup de volonté que ça marche. En effet, ça aussi, on voit, il y a des techniques spécifiques par rapport à ça. Donc, ce programme vous permet aussi vraiment de cibler vos besoins à un moment même. Donc, c'est comme un package en fait que vous avez, ces connaissances que vous construisez qui vous permettent de mettre la bonne chose en application au bon moment, au moment opportun pour vous, pour les besoins de votre corps, etc. Donc, il y a vraiment cette base, j'ai envie de dire, de compréhension. Et puis, il y a résolument aussi la mise en pratique. Je vous le disais, c'est bien beau de tout comprendre, mais si finalement vous ne changez pas vos habitudes, ben, vous n'allez pas non plus avoir de résultats. Et donc, il y a ce côté mise en pratique qui est central dans le programme. Comment ça se présente? Donc, c'est vraiment cette approche complète de la perte de poids. Il y a cette méthode qui est vraiment pas à pas, de façon structurée. Moi, j'aime bien quand les choses sont bien claires. Et ce qui vous permet aussi de changer en douceur. Euh, c'est le principe depuis toujours dans l'alimentation joyeuse, c'est d'avoir quelque chose qui est porteur, qui est positif. Euh, et je vous guide là-dedans aussi pour des petits changements incrémentaux, pour finalement construire des nouvelles habitudes, ancrer ces habitudes, tout en comprenant les besoins de votre corps, tout en apprenant à mieux le connaître, en fait, à mieux pouvoir y répondre et surtout d'avancer à votre rythme. Parfois, les choses se mettent bien et on peut mettre plein de choses en place. Parfois, vous avez moins de temps. Pas de souci. En fait, c'est la vie, c'est comme ça. Mais ça vous permet aussi d'avancer à votre rythme. Alors concrètement, qu'est-ce que vous retrouvez dans ce programme? Donc c'est un programme en ligne, ça veut dire que vous avez une plateforme qui est dédiée à ça, vous avez un login, un mot de passe, vous avez tout de suite accès à tout et vous gardez l'accès à tout tout le temps, il n'y a pas de limite dans le temps, donc voilà, tout est là à votre disposition et vous pouvez faire dans l'ordre, vous pouvez piocher, donc c'est vraiment votre, j'ai envie de dire votre réserve où tout est à disposition pour, euh, pour vous, pour le faire à votre rythme. Ce que vous retrouvez là-dedans, il y a donc 10 modules, chaque fois avec des thématiques différentes. Il y a plus de 7 heures de vidéos, mais qui sont segmentées en des vidéos, il y en a 25, mais qui sont toujours assez courtes et bien ciblées, vraiment pour favoriser la mise en pratique et pour aussi vous permettre d'avoir quelque chose qui est facile à suivre. Vous ne devez pas bloquer un week-end pour écouter toutes les vidéos. C'est vraiment des petits modules qui sont très, très accessibles et chaque fois ciblés. Et puis, pour la mise en pratique, il y a plus de 100 recettes spécifiques
sélectionnés pour la perte de poids, des plannings de menus, des petits challenges aussi. Donc voilà, parfois il faut un peu relancer la motivation avec des petites choses un peu différentes. Ben, on peut faire euh, un petit challenge zéro sucre ou quelque chose sur l'activité physique ou quelque chose sur l'alcool ou que sais-je. Donc il y a aussi des petits challenges pour aborder les choses de façon différente quand il y a besoin un peu de relancer la motivation. Donc voilà un peu ce que vous retrouvez là-dedans. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, à la façon alimentation joyeuse, c'est comprendre les mécanismes et être orienté pratique, mais de façon positive, de façon bienveillante, de façon constructive et durable. Alors, la valeur de ce programme, ça vaut plus de 600 euros. Maintenant, le prix que vous payez pour le programme ici, c'est 349 euros. Je vois que ma vidéo s'est éteinte, mais voilà. Donc, ça, c'est le prix que vous payez pour le programme dans sa totalité. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire à ce sujet? Oui, donc c'est un programme, je vous le disais, qui existe déjà depuis de nombreuses années. Il y a déjà des dizaines de personnes, des centaines de personnes qui l'ont suivi. Et ben voilà, j'ai été chercher quelques témoignages pour que vous puissiez vous imaginer en fait ce que ça représente pour vous. Donc ici, un premier témoignage qui dit, je me sens tellement mieux depuis que je suis vos conseils concernant la structure des repas. Un autre qui dit, je tenais à vous exprimer combien j'apprécie les vidéos, leur rythme, le contenu. Il y a un truc devant ma fenêtre, donc je ne sais pas lire le bout, mais c'est pas grave. On va dire le rythme, le contenu et surtout l'approche si bienveillante et déculpabilisante qui me booste à mettre en place des habitudes nouvelles. C'est clair que ça sert à rien de se flageller. Bon, il y a toujours ce ton positif et encourageant. Ça fait partie de l'approche. Alors, un autre témoignage. Je suis très satisfaite du contenu clair avec des informations qui sont toujours judicieuses. Je suis bien les recettes et j'ai déjà perdu des centimètres. Je ressens plus de bien-être. Autre chose, j'apprécie l'abandon de la notion de réduire pour maigrir au profit de changer mes habitudes pour me faire du bien. Oui, clairement, perdre du poids, on fait ça en se faisant du bien. Je prends énormément de plaisir à écouter les vidéos du programme, à les mettre en pratique et les résultats sont déjà visibles sur la balance. Voilà, super. Alors, le programme est facile à suivre et selon moi, idéalement conçu. Il est bien structuré, il m'a permis de déculpabiliser, de rester connecté à mon objectif. Je recommande vivement ce programme pour toute personne qui est fatiguée de lutter avec toutes sortes de régimes et permet de retrouver la santé naturellement. C'est clair qu'il faut sortir de la lutte en comprenant ces mécanismes, voilà, en apprenant comment ça fonctionne et comment votre corps répond à ce que vous faites. Le but, c'est de vous réconcilier avec votre corps. C'est d'en faire votre allié, pas un truc que vous détestez. C'est votre corps, c'est votre partenaire, c'est votre allié. Il faut le comprendre. Et donc, voilà, c'est ça aussi ce qu'on obtient avec ce programme. Donc, vous pouvez trouver toutes les infos, soit en scannant le QR code que vous avez ici, soit en allant sur le site alimentationsjoyeuse.com/e-shop. Là, vous retrouvez aussi les livres de recettes, etc. Et il me semble que le programme, c'est le deuxième dans la liste. Enfin, vous trouverez sur le site. Voilà par rapport à tout ça. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, soit sur le programme, soit sur d'autres choses qu'on a vues pendant le webinaire, de les mettre dans le chat. Je vais peut-être juste vous remettre aussi dans le chat le lien pour vu que j'ai enlevé l'écran, mais le lien pour cliquer sur le programme. Je dois juste retrouver. Ici, on voit la page. Ouais, voilà. Donc, je vous le mets dans le chat. Euh, voilà. Là, c'est bon. Alors, je regarde justement au niveau des questions. Ah, je vois vos commentaires sur le radar. Déséquilibré.
Euh, Vous n'êtes pas la seule, hein. C'est peut-être juste ici dans les commentaires, mais des radars déséquilibrés, on en trouve en fait très, très, très souvent. Et puis aussi, c'est un exercice qu'on peut refaire euh, régulièrement, tous les quelques mois, tous les quelques semaines. Ça permet aussi de recadrer un petit peu où est-ce qu'on en est et comment est-ce qu'il n'y a pas justement d'autres choses, d'autres priorités qu'il faut mettre en place plutôt que de continuer ce qu'on était en train de faire. La marge de progression dans certains domaines, ok. Alors, j'avais entendu que les légumes crus sont plus difficiles à digérer et étaient plus appropriés au déjeuner, mais du coup, le soir, si on prend une salade. Ok, alors, normalement, quand la digestion fonctionne bien, salade le soir, aucun souci. Si vous ne digérez pas les légumes crus, c'est qu'il y a un souci au niveau de, on va dire, la cascade de la digestion et qu'il faut peut-être éviter pendant un certain temps de manger trop de crus. Mais ce n'est pas une règle absolue à suivre tout le temps. On limite le cru pendant un certain temps, le temps de rééquilibrer la digestion. Donc, il faut s'en occuper, ça ne se fait pas tout seul pour en fait pouvoir manger aussi de la salade le soir. Donc ça, c'est évident. Maintenant, si vous n'aimez pas la salade, il n'y a pas que la salade. On peut aussi commencer avec un bol de soupe, par exemple, ou même avec des légumes rôtis au four. Enfin, il y a plein de solutions. Moi, je disais soupe ou salade parce que c'est un peu le mode été ou hiver qui est relativement accessible. Mais en soi, il y a pas de règle. Et peut-être pour compléter le côté digestion là, euh, tout est plus facile à digérer le matin que le soir. Donc, on a une sorte de capital d'enzymes, c'est les petits ciseaux qui digèrent, qui est à son maximum le matin et qui se dégrade un petit peu en fin de journée. Mais normalement, on doit pouvoir digérer sans problème ce que l'on mange le matin, le midi et le soir. Et si ce n'est pas le cas, c'est plutôt qu'il y a quelque chose à aller rééquilibrer de ce côté-là. Alors. Je remonte voir s'il y a d'autres. Euh, Le schéma, quelqu'un me demande le schéma santé. Alors, vous aurez les slides, enfin, vous aurez dans le replay, vous pourrez revoir tout ça. Et je peux vous envoyer en plus grand. Donc, A, je ne vois pas le prénom. Si ce n'est pas clair, vous m'envoyez un mail et je vous réponds, je vous donnerai le lien pour ça. Je ne sais plus maintenant, soit c'est l'université d'Harvard, soit c'est les recommandations canadiennes, l'un ou l'autre. Mais donc, je peux tout à fait vous envoyer ça en plus grand pour que ce soit plus clair. Le résumé, c'est quoi? C'est la moitié de légumes, un quart de protéines, un quart de féculents. Ça, c'est le standard. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit, on adapte la quantité de féculents à l'activité physique. Alors, je vais voir s'il y a d'autres questions. Faut-il éviter le carré de chocolat noir le soir? Merci pour cette question, Barbara. Alors déjà, ça me permet en fait de vous parler du point de départ dans la perte de poids. C'est en fait quand vous commencez à faire des choses au niveau alimentation, il faut d'abord augmenter toutes les bonnes choses que vous ne consommez pas assez plutôt que de réduire les mauvaises. Donc typiquement, faut-il éviter le carré de chocolat noir le soir? Ma réponse première, c'est non, pas spécialement. Parce qu'en fait, il faut d'abord voir que vous ayez, entre guillemets, nourri votre corps au niveau nutritionnel. Est-ce qu'il a reçu tout ce dont il a besoin et à quoi sert ce morceau de chocolat le soir? Parce que si on dit, bah non, pas de sucre le soir, et c'est vrai, en théorie, c'est vrai, non, vous n'avez pas besoin nutritionnellement de ce carré de chocolat le soir. Mais il y a peut-être un autre besoin. Et donc, juste dire, on coupe tout le sucre le soir, ben, ça va en fait peut-être vous demander un effort trop important pour le résultat que ça peut donner. Donc, j'entends bien que ça vous fait une belle jambe avec ce type de réponse, mais quand même, je veux que vous compreniez qu'on n'est pas juste sur je mange ça, je ne peux pas manger ça. Que de nouveau, on remet ça dans le contexte global
des habitudes, des besoins du corps. Alors peut-être que, oui, en fait, c'est pas le carré de chocolat, mais c'est les carrés de chocolat que je m'empiffre tous les soirs et que c'est vraiment devenu un truc tout le temps. Ben oui, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Si c'est ben, de temps en temps, j'aime bien prendre un petit carré de chocolat le soir. Probablement que c'est pas en supprimant ça que vous allez changer la face du monde et tout à coup avoir les résultats que vous n'avez pas eu pendant des semaines ou des mois. Donc, vous voyez, il faut vraiment remettre les choses euh, dans un contexte qui est beaucoup plus large. Est-ce que ça vous aide quand même, Barbara, ma réponse? Ou est-ce que ça vous laisse un peu, non, oui, mais je fais quoi finalement? Je vois déjà un d'accord, merci. Alors, je ne sais pas si Barbara est encore là. Je ne vois pas tout de suite la réponse. Bon, je pense que j'ai répondu aux questions. Ah oui, voilà, ok. Encore une question, ok. Donc, plus de féculents le soir. Si, pourquoi pas. Donc, on entend souvent, hein, oui, pas de féculents le soir. Alors, pourquoi est-ce qu'on entend souvent ça dans les régimes et que pour certaines personnes, ça fonctionne? C'est surtout parce que on serait dans un schéma où, en fait, la personne en consomme de trop par rapport à ce qu'elle brûle. Donc, c'est ce que je vous avais dit, adapter les besoins en féculents par rapport à l'activité physique. Maintenant, en fait, le soir, physiologiquement, dans les besoins du corps, on a clairement besoin des légumes, donc ça c'est clair et net, mais également on pourrait rajouter un peu de féculents aussi le soir. Alors, j'entends bien ici, je réponds aux questions, mais de nouveau, j'aurais envie de pouvoir vous parler toute la journée pour remettre ça dans le contexte. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire manger moins le soir, pas trop tard, surtout beaucoup de légumes, et éventuellement même encore mieux que les féculents, je dirais protéines végétales. Donc plutôt que de dire je prends des pâtes aux légumes le soir, ben, je vais plutôt prendre euh, une salade de lentilles avec des légumes. Là, les lentilles vont faire aussi office de féculents, mais de façon beaucoup plus intéressante au niveau de l'impact sur la glycémie, au niveau de l'apport de fibres, de protéines, etc. Pareil avec du quinoa, par exemple. On peut avoir une chouette préparation maintenant avec les beaux jours qui reviennent, tomates, concombres, plein de crudités, quinoa, un peu de jus de citron, des choses comme ça. Ou on peut aussi avoir un dalle de lentilles. Et on a besoin de quelque chose qui est un peu plus réchauffant. Ben voilà, on fait des lentilles avec des légumes. Donc il y a vraiment plein de possibilités. Et l'idée, c'est ben, un peu moins copieux et surtout beaucoup de légumes. Mais donc, la réponse courte, c'est non, les féculents ne sont pas interdits le soir. Euh, alors, le programme Anne-Marie, oui, donc le programme Perdre du poids façon alimentation joyeuse, c'est le même. Et donc, si vous l'avez déjà acheté précédemment, en fait, vous avez toujours la dernière version. Parce que quand je rajoute des choses, ben voilà, je les rajoute pour tout le monde. Donc oui, c'est le même que précédemment. Et d'ailleurs, ça me permet aussi d'ajouter que euh, le programme là, donc c'est plutôt un programme en autonomie. Maintenant, si vous avez besoin de ce côté suivi individuel, vous avez envie d'avoir le côté coaching, je propose aussi bah, à tous les participants qui sont dans le programme Perdre du poids façon alimentation joyeuse, il y aura la possibilité d'ajouter, j'ai envie de dire, le coaching rapproché, où là, on définit une période de 2 mois avec un contact toutes les semaines. Vous pouvez remplir un semainier, je vous fais un feedback toutes les semaines, on se parle tous les 15 jours, on refait un bilan en collaboration avec votre médecin au niveau prise de sang. Donc, il y a aussi cette possibilité d'avoir quelque chose qui est encore, je veux dire, je vous prends à la main et on est en contact, euh, motivation, personnalisation, enfin, contact toutes les semaines sur une période de 2 mois. Donc, ça, c'est réservé aux personnes qui sont dans le programme et qui se disent, OK, moi j'aime bien apprendre tout ça, ça me construit, mais j'ai aussi envie d'avoir le côté accompagnement plus rapproché. Ça sera proposé aux personnes du programme. Euh, alors, autre question, donc pas vraiment de protéines animales le soir, plutôt le matin et le midi.
Donc oui, en fait, quand on commence à reconstruire un petit peu la structure de la journée, on va avoir plutôt tendance à mettre les protéines animales le matin et le midi et un peu moins le soir. Maintenant, on fait pas ça, on chamboule pas tout du jour au lendemain. Donc je sais que dans nos habitudes, on va dire classiques de repas, on est plutôt sur bah, le repas principal le soir, et donc c'est là qu'on cuisine, c'est là qu'on s'installe, etc. Il y a vraiment moyen aussi d'aller adapter ça de façon de nouveau progressive pour pas que vous devez faire un truc différent pour la famille et pour vous. Donc la réponse A, c'est oui, plutôt matin et midi, mais ne vous laissez pas effrayer par ça si vous dites, ah, mais pour moi c'est impossible. Je vous dis, en alimentation, il y a toujours des solutions. Donc on les trouve et c'est ça justement l'intérêt de comprendre les mécanismes, comprendre les besoins du corps, parce qu'alors on n'est pas coincé dans une recommandation. On va dire, oui, mais moi je ne sais pas suivre ce truc parce que voilà, ben, quand on comprend où sont les leviers, on peut trouver des solutions, on peut contourner des choses, on peut activer autre chose, même si on n'arrive pas à bien faire une troisième chose. Donc vous voyez, c'est vraiment ça aussi, c'est de vous donner les cartes pour que vous ayez les cartes en main pour en fait faire face à toutes les situations qui peuvent se présenter dans la vraie vie, quoi, finalement. Ok, bah, je vois que je pense que là, je suis arrivée au bout des questions. S'il y a encore des questions, ou pour ceux qui écouteront le replay, bah, vous aurez reçu le replay via l'email. Vous pouvez répondre à cet email en me posant votre question, pas de souci. Donc, je vous remercie tous d'avoir été présents ici en direct et pour tous ceux qui nous regarderont aussi en replay. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que ça vous a apporté des choses. Vous voyez peut-être les choses de façon un petit peu différente, vous êtes remotivé pour mettre des choses en place. Et ben, je vous souhaite une belle démarche. Si je peux vous accompagner là-dedans, je serai ravie. Mais en tout cas, prenez soin de vous et ben, à une prochaine.